Parfait. Merci beaucoup à tous d'être là aujourd'hui. Donc, pour notre, je pense, la 20e Peak Feedback Session organisée par Seed Legals. Donc, je vais commencer par présenter évidemment Seed Legals. Seed Legals, c'est la plateforme qui permet de digitaliser toutes les opérations sur le capital pour les startups, c'est-à-dire les levées de fonds, le financement BSR et les plans de partage de capital avec les employés, donc les SPCE. Donc, petit rappel du format de ces sessions, c'est assez simple. On a 5 minutes par startup. Les startups pitchent pendant 5 minutes. À la suite, on aura 10 minutes d'échange avec notre panel. Donc, aujourd'hui, notre panel, on a 2 nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre pour la première fois durant cette Peak Session. Donc, maintenant, je vais laisser la main et la parole à Marie, si tu veux bien te présenter, et nous présenter Sharpson aussi. Yes, avec plaisir. Du coup, moi, Marie, VC chez Sharpstone. Donc, Sharpstone, en fait, on a une double activité. On est à la fois un cabinet de conseil en stratégie financière pour les startups. Donc, on les accompagne sur l'ensemble des dispositifs de financement non dilutif sur lesquels elles sont éligibles. Et on a également un fonds pour investir parmi nos clients en pré-seed seed. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marie. Aude, si tu viens justement présenter Eldorado. Yes, avec plaisir. Bonjour à tous. Moi, je suis Aude, je suis responsable venture chez Eldorado. Et alors, Eldorado, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un cabinet de conseil en financement / banque d'affaires. Donc, notre job, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur recherche de financement. Que ce soit du financement privé auprès d'investisseurs. On a une communauté d'à peu près 3000 investisseurs sur notre plateforme, surtout des investisseurs de l'early stage. On fait du pré-seed à la série B. Et on accompagne également les entrepreneurs sur des sujets de financement non dilutifs, notamment auprès de BPI France, des banques, des régions, crédits d'impôt et toutes sortes de financements disponibles en France. Parfait, merci beaucoup Aude. Julien, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, Julien. Donc, moi, j'occupe des opérations à Seed Legal. J'ai une double casquette d'investisseur et de fondateur. J'ai monté ma première startup il y a plus de 20 ans. Mon lead VC à l'époque est devenu on a fait le plus gros tour en premier tour en France en 2002. Ensuite, on a développé la société, on l'a vendu à un industriel. J'ai par la suite fait du investissement en business angel, en particulier avec Laurent, qui était donc mon lead VC, qui a ensuite monté Seed Legals. Donc moi, à l'origine, j'étais angel dans Seed Legals et puis j'ai fini par me retrousser les manches. Et voilà, après la série A, quand la boîte se développait bien, je l'ai rejointe comme responsable des opérations. Voilà, donc j'ai les deux casquettes d'investisseur et de fondateur. Merci beaucoup, Julien. Alors, petit rappel aussi, pour justement permettre à ceux qui sont en train de pitcher d'avoir le plein écran et le plein micro, si on peut tous soit couper la caméra, soit couper le micro pendant que les startups pitch, c'est assez important. Donc, aussi, je vais le mettre du temps. Donc, le chrono, il part au moment où vous me dites « c'est parti ». Et 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes précises. Donc, je vais être assez intransigeant. Donc, pour notre première startup, je vais inviter Stéphane à partager son écran et qui va nous présenter Diginergie. Stéphane, on t'entend. Et est-ce que tu peux mettre en plein écran aussi? Je pense que ce sera plus simple. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez mon écran. Une petite seconde. C'est bon. Là, on est sur une slide sur le département Saint-Pedro, c'est bien ça? Exactement. Bonjour à tous. Je pense qu'elle a arrivé. Je reviens. Le petit village que vous voyez là s'appelle Canton-Doubou. C'est parti et ou pas? il est dans le département. Absolument, c'est parti. Okay, c'est parti. Merci, bonjour à tous. Le petit village que vous voyez là s'appelle Canton-Doubou. Elle se situe en fait à 35 km d'une ville qui s'appelle San Pedro. Et San Pedro, pour vous donner une idée, c'est la plus grosse ville au monde qui exporte des fèves de cacao. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances que le cacao, le chocolat que vous avez mangé il y a 2 ou 3 semaines a été produit par des agriculteurs qui sont dans son petit village-là. Canton-Doubou est un petit village de 10 000 personnes à peu près. Et malheureusement, dans ce petit village-là, il n'a pas
à l'instar de plus de 79 000 autres petits villages comme ça, il n'y a pas d'électricité. Je suis donc Stéphane Aweli, j'ai cofondé Diginergie et Digi pour digital, énergie pour énergie. Notre rôle aujourd'hui est de se battre pour que des populations qui n'ont pas accès à l'électricité puissent avoir accès à cette électricité-là par le digital. Je parlais aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. On a à peu près plus d'1 milliard de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Et en Côte d'Ivoire seulement, c'est plus de 79 543 villages comme celui que vous venez de voir là, qui n'ont pas accès à l'électricité pour raison. La première raison, c'est que ce sont des petits villages qui sont conçus dans des zones cacaoyères, donc en pleine forêt, pour lesquelles le gouvernement n'a pas forcément planifié de déployer le réseau électrique. Mais il y a quand même dans ces petits villages-là de la vie qui s'est organisée, c'est-à-dire école, soins de santé et toutes les commodités pour une vie en communauté. Le rôle de Diginergie aujourd'hui, c'est de pousser la distribution au dernier mail d'équipements solaires qui permettent en fait à ces petits villages-là, à leurs habitants en tout cas, d'avoir accès à l'électricité en payant un petit montant qui serait soit journalier, hebdomadaire ou mensuel. En Diginergie, en bref, c'est un panneau soleil, c'est du soleil qui frappe sur un panneau solaire qui est emmagasiné l'énergie dans une boîte. Cette boîte-là, à 300 watts à peu près, va donner de l'électricité pour un nombre d'équipements vital à ces personnes-là et les paiements vont se faire en fait par le mobile money qui est très répandu en Afrique. Par rapport à nos concurrents, l'idée, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie de l'énergie solaire a essayé ces dernières années d'adresser ce segment en faisant ce que j'appelle de l'énergisation à la sauvette. On est arrivé dans ces petits villages-là, on a déposé des kits, mais en fait, puisqu'on n'est pas resté, on a eu des kits pour lesquels non seulement les clients n'ont pas pu payer, pour lesquels on a laissé du SAV, et aujourd'hui, ça nous coûte trop cher de revenir traiter ces préoccupations-là. Notre approche est totalement différente. À la différence de faire de l'énergie à la sauvette, nous voulons vivre dans ces villages-là et créer en fait des petits shops villageois qui permettent de créer de l'économie circulaire autour de la distribution d'énergie. On passe donc go-to-market où on faisait de l'énergie à la sauvette à une stratégie aujourd'hui qui nous permet de gérer des communautés villageoises et de créer de la valeur en formant des jeunes gens qui pourraient faire du porte-à-porte pour la vente, pour la collecte des revenus et pour le service. L'impact social immédiat de Diginergie après son déploiement, on espère faire un pilote à partir de septembre, dont le partenaire technique sera Schneider Electric. Aujourd'hui, on pense qu'on est capable de créer une sorte d'économie circulaire là, dans ces villages, en permettant justement de distribuer de l'énergie et que la valeur financière créée par cette énergie-là devrait permettre à ces villageois-là de vivre mieux. Sur notre pilote, à partir de septembre, on parle de 1500 équipements, on parle à peu près de 12 tonnes de CO2 en termes de réduction de l'énergie à effet de serre. On a également d'autres produits et ces autres produits-là, justement, en lançant une marque forte accompagnée par Schneider Electric, on devrait pouvoir distribuer des kits d'énergie solaire, d'autres kits également comme des batteries électriques, des lampes, mais pour terminer, le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on sera capable de collecter de la donnée dans tous ces petits villages éloignés et de pouvoir en fait faire de l'administration de loin. Si vous prenez la dernière loi de l'Union européenne qui veut faire de la traçabilité des fèves de cacao, aujourd'hui, une entreprise comme Diginergie sur le terrain sera capable de remonter cette donnée-là. Donc, créer en plus en prenant comme cause l'énergie, de collecter des données et de pouvoir les monétiser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour la présentation. Alors, qui veut démarrer? Je laisse toujours les nouvelles personnes passer en premier. Aude-Marie, qui veut passer en premier? Moi, je peux me lancer. Si Marie, ça te va. Merci beaucoup, Stéphane, du coup, pour la présentation.
Très intéressant. Moi, j'ai quelques questions déjà à te poser. Comment est-ce que tu as fait ton mapping concurrentiel? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même du monde qui s'est testé sur ce marché-là. Moi, j'avais travaillé il y a quelques années, notamment avec une entreprise qui s'appelle Koto, qui fait vraiment, qui a le même business modèle que ce que tu nous as présenté là, qui a levé pas mal d'argent, je crois 5-6 millions il y a quelques temps, mais qui est plutôt basé au Bénin, Burkina. Comment est-ce que tu te différencies des solutions qui existent? J'ai compris l'idée de rester et d'avoir des shops et que c'est effectivement en partie sur ce point-là que tu développes ta différenciation et tes avantages concurrentiels. Mais comment est-ce que toi, tu as construit ce mapping concurrentiel que tu nous as montré du coup dans ton pitch? D'accord, ok. Alors, j'ai pas eu le temps de me présenter. Faut dire que j'ai dirigé les équipes opérationnelles d'une entreprise qui s'appelle Lumos, qui fait exactement ce que Koto fait au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Ça fait donc 5 ans que je travaille sur le sujet et donc ça fait 5 ans que je fais des routes pour regarder cette question en précis. Aujourd'hui, si vous voulez, ce mapping concurrentiel-là sont des compagnies qui sont représentés en Côte d'Ivoire. Koto est plutôt au Bénin. Mais en gros, la différence de ce qu'on approche aujourd'hui, et pour moi qui a été l'erreur fatale de toute l'industrie, c'est qu'en fait, on a pris des données théoriques sans vraiment s'apprêter à répondre à des données purement opérationnelles. Quand vous regardez un petit village qui est à 35 km d'une zone urbaine, sans route, en pleine brousse, dans le ressenti, c'est 70 km ou un peu plus. Quand vous arrivez et que vous distribuez un kit au dernier miles, ce qui va se passer, c'est que si ce kit ne marche pas bien, l'entreprise doit investir de l'argent pour aller le récupérer et faire du SAV. C'est exactement la raison de la faillite des entreprises comme Mobisol et comme PEG qui vient de faire faillite. Aujourd'hui, notre approche, on a bien compris ces 5 dernières années de l'ingénierie sociale. Dans ces petits villages-là, vous avez une communauté. La communauté est dirigée par un chef qui lui a des notales. Autour de ce chef-là, il existe un président des jeunes qui est généralement très influent. L'idée d'arriver, à la différence des autres compagnies, et de rester, c'est d'utiliser cette énergie sociale-là pour pénétrer le village long terme. Pénétrer le village long terme, ça nous permet de créer de la valeur, de baisser les coûts opérationnels parce qu'on n'aura plus besoin de déposer un kit et de repartir et de donner du travail à des milliers de jeunes qui n'en ont pas et donc créer une économie circulaire. Pour vous donner un ordre de valeur, j'ai moi personnellement dans mes anciennes fonctions créé plus de 1200 emplois saisonniers en déployant du kit en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, on devrait changer l'approche du come and go vers le come et le stay. C'est vraiment l'innovation particulière dans notre approche de développement aujourd'hui qu'on envoie sur le marché. Très clair, merci beaucoup. Et je connais très bien Koto aussi, je pense qu'il s'installe ici dans pas longtemps. Oui, effectivement. Merci. Marie? Yes, moi merci beaucoup pour ce pitch. J'avais plusieurs questions. La première, je rejoins un peu les questions qui ont été posées par Aude. Selon toi, la barrière à l'entrée, le fait qu'il n'y ait pas un grand acteur qui soit, quand je dis grand acteur, c'est par exemple un Schneider qui n'ait pas conquis directement ce marché, c'est le fait que justement, ils n'avaient pas de la connaissance des communautés. Je pense que toi, c'est ça que tu pourrais apporter? Oh, je pense que la barrière à l'entrée, c'est pas qu'il n'y ait pas de grands acteurs, mais c'est que ces grands acteurs n'ont pas l'agilité nécessaire pour interfacer avec les communautés. La preuve, quand vous regardez les montants qui ont été levés ces 8 dernières années sur l'industrie et vous regardez comment est-ce qu'on n'est pas arrivé à déployer le nombre de kits auxquels on s'attendait, ça veut dire que même l'argent ou la capacité à lever de l'argent ne règle pas le problème. Il faut à la fois des personnes et des startups qui soient suffisamment structurées pour parler à ces grands-là, mais suffisamment intégrés pour parler avec l'autre maillon de la chaîne, qui sont des communautés. C'est exactement la différenciation au terme de l'approche de déploiement qu'on va faire. Le deuxième point essentiel, c'est qu'on a déployé des kits avec une question à laquelle personne n'a voulu répondre, c'est qui paye?
Qui paye? Qui paye par mois? Qui paye par semaine? Qui paye par an? Etc. On avait deux approches. La première approche de l'industrie a consisté à dire les personnes qui payent vont être les personnes qui consomment. On sait aujourd'hui qu'un agriculteur en Côte d'Ivoire va avoir des revenus saisonniers à cause de la nature de l'activité cacaoyère. Et donc, entre juin et septembre, il n'aura pas d'argent. L'idée aujourd'hui, c'est d'élargir le modèle économique de sorte à ce que ceux qui payent ne soient pas forcément ceux qui consomment. Je parle du fils de cet agriculteur-là qui, quand il avait 17 ans, a eu le bac, donc il est en ville, qui aujourd'hui a un emploi stable. Je parle du fils de cet agriculteur-là qui est peut-être en train de faire des études en Europe. Donc, il faut augmenter également l'assiette des personnes qui sont capables de payer. Donc, c'est deux approches différentes qu'on emmène. Donc, c'est une innovation de déploiement. Et pour moi, le débat n'est pas technologique parce que les produits aujourd'hui, on sait faire. Et j'avais du coup une deuxième question, c'est comment vous allez gérer toutes ces communautés? Parce que j'imagine que aussi parfois, ça peut être différentes communautés et on ne s'adresserait peut-être pas de la même façon à l'une qu'à l'autre. Comment vous avez prévu ça pour vous déployer au maximum? Les 12 derniers mois, en Côte d'Ivoire, on a donc Diginergie a une base de données unique qui normalement devrait faire la clé. On a aujourd'hui l'ensemble des 79 543 compléments mappés en visuel, dans lequel on sait vous dire les communautés, le chef du village, et aujourd'hui, sur ces 79 000 communautés, plus de 12%, on a déjà pris les contacts du chef du village et de la notabilité. Donc, aujourd'hui, pour moi, le vrai combat, c'est comment on y va et quand on y va. Donc, pour moi, ce travail préliminaire aurait dû être fait par toute l'industrie si on aurait voulu, si on aurait donc été plus efficace. Donc, on a plutôt fait le schéma inverse. OK. Merci. Merci Stéphane pour ta présentation. Moi, je ne vais pas te poser des questions, je vais te donner des conseils parce que je trouve que c'est l'occasion d'avoir un retour sans filtre parce que les VC ne diront jamais ce qu'ils ont vraiment pensé de ta présentation. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que je t'ai trouvé hyper convaincant. Donc le point positif, c'est que vraiment, la finalité, tu la transmets très très bien et tu es super convaincant et super légitime. Mais par contre, dans la forme, tu n'as pas délivré tout le message. Il y a trop de choses qui manquent. Il faut que tu t'entraînes. Hein, tu nous as dit au détour de la conversation qui tu es. Tu nous as pas parlé de toi. C'est hyper important. L'investisseur, il veut savoir qui tu es. En plus, toi, tu as une très forte légitimité, tu as une présence terrain, tu as une expérience. Il faut absolument que tu le mentionnes. Deuxièmement, le statut de ta solution. Tu donnes un peu l'impression d'être amoureux de ta solution, mais on ne comprend pas bien où tu en es. Est-ce que tu as un POC? Est-ce que tu as construit des choses? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as assemblé une équipe? Est-ce que tu as déjà des kits qui fonctionnent? Donc là-dessus, c'est pas très clair. Troisièmement, l'équation prix. Parce que moi, j'ai bossé dans le satellite et en particulier en Afrique. Il y a quand même une grosse question d'équation prix, le prix des terminaux, etc. Donc voilà, ça serait intéressant de comprendre un peu l'équation tarifaire à l'échelle d'une boîte ou à l'échelle d'une installation, d'un village, d'une communauté. Le go-to-market, c'est bien, c'est vachement intéressant, tes histoires de community-led growth, etc. Ça, c'est vraiment une forte différenciation. En plus, ça vient de ton expérience, mais du coup, je ne l'ai pas vu dans le deck. Tu vois, tu nous présentes un positionnement concurrentiel, mais en fait, on s'en fout un peu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ton approche, en quoi elle est disruptive et en quoi tu as appris de ton expérience pour avoir un go-to-market particulier. Et finalement, et en particulier avec Schneider Electric, ça c'est super intéressant, on comprend pas très bien, c'est hyper fort comme argument d'avoir déjà embarqué Schneider Electric, mais on comprend pas très bien quel est leur rôle et quel est l'état de l'accord. Et pour finir, quel est ton ask? Tu demandes quoi? Tu veux te financer, combien tu cherches en financement, combien ça te donne de runway, quel est ton BP derrière, combien tu vas brûler, tu vois? Donc, super intéressant, tu as tout ce qu'il faut, mais il faut que tu l'assembles, il faut que tu racontes l'histoire un peu différemment. Pour que tu préemptes le plus de ces questions possibles. Alors, je sais qu'en 5 minutes, c'est pas facile, mais tu vois que tu passes peut-être moins sur Google Maps, sur ton village, moins de temps là-dessus et que tu t'arrives à nous donner le panorama plus vaste de ton projet, quoi. Mais tu as tous les ingrédients, il faut juste que tu les mettes dans l'ordre. Merci Julien, bien noté. Bien noté, merci beaucoup.
Bah, merci, c'était pile poil en plus, pile poil sur les 10 minutes de feedback. Bah, merci beaucoup, merci Stéphane. J'espère que tes feedbacks Merci. t'ont été utiles. Ouais, si tu veux bien enlever le partage d'écran, je vais pouvoir inviter la prochaine startup à partager son écran et nous présenter ton projet. Est-ce que moi je peux justement t'enlever l'écran en même temps? Parfait, super. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais inviter Emmanuel. Emmanuel qui va nous présenter Things. Parfait. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon écran. C'est bon là? Oui, est-ce que tu peux mettre en plein écran et comme ça on sera. Je suis Ouais. en plein écran, C'est mais bon, c'est bon, ça passe, ça c'est va? parfait. Ouais, tu me dis go et je lance le chrono. Bon, bah go alors. Rebonjour à toutes et à tous, vraiment ravie, donc Emmanuel Bourgueil, vraiment ravie d'avoir l'opportunité de vous présenter Things, la solution durable digitale de demain qui va inciter les consommateurs à consommer différemment. Car comme une grande majorité de Français, je pense que réparer plutôt que jeter, moi j'en rêve, c'est ce qui m'a poussé avec une prise de conscience à créer ce projet. Je pense que vous aussi. C'est pour ça qu'on a créé Things. C'est parti d'une double observation personnelle suite à cette prise de conscience, mais vraiment back-upée par les études de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Il y a en effet, tous les Français en sont convaincus, 91% des Français pensent que la réparation permet de réduire la quantité de déchets, mais aussi il y en a 87 qui pensent que ça permet de faire des économies en cette forte période d'inflation. Et néanmoins, quand on veut réparer ces objets, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu cette idée, c'est qu'avec la loi des séries, tous mes objets tombaient en panne et je me rendais compte que c'était le parcours du combattant pour réparer mon smartphone, mes vêtements, mes chaussures, mon frigo, etc. Donc, en fait, où s'adresser, à qui se fier, à quel prix? Est-ce que le jeu en valait la chandelle par rapport au neuf? Et parallèlement, en discutant avec des copains artisans dans mon quartier, je me suis rendu compte qu'eux aussi avaient parfois des problèmes d'attractivité, de visibilité, même de fracture digitale ou d'isolement. C'est ce qui m'a poussé à créer Things, la solution digitale qui met en relation les citoyens éco-responsables avec des artisans réparateurs engagés pour réparer tous vos objets du quotidien. Concrètement, c'est une marketplace qui va vous permettre de réparer vous avez les petits icônes sur la droite, mais ça va vraiment tout ce qui est accessoires personnels, chaussures, sacs, vêtements, meubles, vélos, ordinateurs, etc. La plateforme est en ligne depuis septembre 2022 avec des fonctionnalités variées et une solution qui va jusqu'à une solution de paiement en ligne et un forum d'entraide B2B pour les réparateurs par métier. Le marché de la réparation indépendante, il est conséquent, important, mais fort potentiel d'avenir, surtout avec les conséquences de la feuille de route de l'économie circulaire en France et du bonus réparation qui est en train d'être mis en place par les éco-organismes sur l'ensemble des produits réparables petit à petit. Notre business model est hybride, donc à la fois un modèle SaaS abonnement payé par les réparateurs avec une commission pour un bouquet de services et au fur et à mesure qu'on va mettre en place des nouvelles fonctionnalités, des frais de service payés par le consommateur pour les livraisons et aussi pour une boutique de seconde main. Voilà notre équipe. Ce qui m'animait aussi, parce que je suis en vraiment reconversion après, je dirais une grosse expérience, une longue expérience dans un grand groupe d'énergie américain et avec une expérience managériale internationale et surtout marketing et communication, mais c'est d'embarquer des gens avec moi, d'avoir une équipe super diverse parce que je voudrais, une des visions du projet, c'est aussi de faire monter à bord des jeunes et de faire de la transition à des jeunes et de leur donner de l'expérience. Donc, nous sommes aujourd'hui 8 associés. Même nos alternants sont associés avec des compétences très complémentaires et on partage les mêmes valeurs. Voilà le mapping donc concurrentiel et où on voit très bien que finalement, Things, l'innovation de Things, c'est la promesse d'une plateforme unique qui va donner envie aux citoyens de prolonger la durée de vie de leurs objets en devenant acteurs de l'économie circulaire et en quelques clics, ils vont pouvoir trouver les meilleurs artisans
près de chez eux pour faire réparer leurs objets. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Nous avons déjà 30 artisans réparateurs passionnés sur 9 univers différents pour un chiffre d'affaires de 5 000 € mensuels. Et pour nous, en termes d'acquisition client, on s'appuie sur les fédérations métiers. On a déjà scellé un accord de partenariat avec la Fédération française de la cordonnerie et on est aussi en discussion avec les éco-organismes. Notre projet est vraiment au cœur de l'économie circulaire et c'est vraiment un cercle vertueux. On veut vraiment créer cet écosystème avec des perspectives de nouveaux services à moyen terme pour enrichir la proposition de valeur, une option marque blanche, une boutique de seconde main, etc. À terme, voilà, on va y aller par étapes géographiquement et aussi au niveau des univers. Aller d'abord sur les univers où il y a un besoin qui n'est pas adressé, comme la cordonnerie ou la maroquinerie. Pourquoi nous faisons appel à une levée de fonds aujourd'hui? On en a besoin pour 3 choses. Construire la version 2 de notre plateforme avec des nouvelles fonctionnalités comme un service de livraison, une boutique de seconde main. Déployer notre solution en recrutant des business développeurs dans 8 grandes agglomérations et aussi communiquer pour bâtir la communauté Things et booster la notoriété et l'attraction B2C de la plateforme. Voilà, donc ravi de répondre aux questions et en espérant que vous pourrez nous rejoindre dans ce projet qui nous enthousiasme. Parfait, merci beaucoup Emmanuel. Merci pour ta présentation, on était quasiment sur le temps, je faisais quelques secondes de plus. Alors, qui veut démarrer les feedbacks? Julien, si tu veux bien démarrer, comme ça on fera… Merci Emmanuel, c'était très, très intéressant. Tu es visiblement très passionné par ton projet, donc ça fait plaisir à voir. Moi, mon feedback, ça serait 2 choses. Un, l'acceptabilité de l'abonnement. C'est quand même ça la question la question sous-jacente, c'est comment tu transformes des besoins qui sont sporadiques en un abonnement mensuel pour les utilisateurs. Est-ce que tu n'as pas… Quelle est l'acceptabilité de cet abonnement? Est-ce que tu n'as pas intérêt finalement à d'abord développer ta communauté en prenant des plus grosses transactions peut-être à l'acte, mais sans récurrence jusqu'à ce que tu atteignes une masse critique? Et puis deuxièmement, quelle est ta traction? Parce que si j'ai bien compris ta timeline, tu as déjà commencé à lancer sur certaines verticales, certains métiers, sur certaines géographies. Et donc, il faut que tu indiques dans ton deck quelle est l'attraction en termes d'usage, d'engagement de la communauté, de recrutement, etc. Et puis, dernier point, c'est two-sided marketplace. Donc, la difficulté, c'est toujours de faire monter le buy-side et le sell-side en même temps. Donc, je ne sais pas où est le principal obstacle, mais c'est peut-être dans le sell-side, dans les artisans. Je ne sais pas s'il y a une grosse communauté d'artisans qui sont susceptibles de réparer ces objets du quotidien. Ouais. Alors, je vais donc sur l'acceptabilité de l'abonnement, on a un petit 6 mois de recul, Julien. Donc, on a réussi à convaincre l'ADEME de mettre les pieds à l'étrier des artisans, des premiers bêta-testeurs en fait. Et donc, ça nous a aussi bien aidé, évidemment, en termes de chiffre d'affaires et pour démarrer. Et ça nous a permis de tester le marché, de tester aussi les différents métiers. Et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, grâce à la subvention de l'ADEME, qui est encore valable cette année, mais qui n'est pas faite pour durer, hein, ça on l'a bien anticipé. On sait qu'aujourd'hui, le niveau d'acceptabilité de l'abonnement, il est de 20 € par mois. Okay, il est de 20 € par mois. Donc, c'est ce on a deux modèles. On est en train de pivoter. On avait d'abord un abonnement unique et c'est toujours le cas tant qu'on a la subvention. Mais là, on est en train de mettre en place pour soit les métiers non couverts par la subvention ou les segments non couverts, comme les vélos, par exemple, ce modèle hybride avec 20 € et une commission raisonnable de 12%, et ça a l'air de passer. D'accord, mais je n'avais pas compris. En fait, l'abonnement, tu le charges à l'artisan. En fait, ce n'est pas un abonnement. C'est à l'artisan. D'accord, ouais, je n'avais pas capté. D'accord, non, je comprends bien. Ouais, c'est à l'artisan.
C'est à l'artisan, mais c'est néanmoins un enjeu parce que effectivement, c'est des petites sociétés qui et puis comme vous disiez, c'est chicken and egg parce qu'il faut mais du coup, c'est important que tu rassures sur ta traction. Donc, soit tu as du chiffre d'affaires, tu montes du gros chiffre d'affaires, soit tu as du volume de transactions, tu montes du volume, soit tu as de l'engagement, soit tu as du recrutement d'artisans. Il faut que tu choisisses un KPI et que tu le montres, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as besoin de rassurer les investisseurs. Je comprends très bien la finalité de ton projet. D'accord. Après, la question, c'est est-ce que la mayonnaise prend, quoi? C'est ça. Donc, en fait, et parce que le choix qu'on a fait, enfin, en se faisant aussi conseiller sur des spécialistes des marketplaces, comme il faut d'abord, il faut d'abord avoir des vendeurs pour avoir des acheteurs. Donc, on a commencé par Paris. On est en train de s'étendre à l'Île-de-France. Et là, on vient de. J'ai fait ma première interview là, cette semaine, mon petit télé Bismart, la Smart Impact. Et on a une agence là, qui a envoyé un communiqué de presse. Et là, on est en train vraiment de sortir du bois, je dirais, sur la communication. Pour développer la notoriété et donc la communauté sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme. Donc, effectivement, bon point, merci. Je serai la parole, si on n'a pas beaucoup de temps, je serai la parole à Marie-Aude. Mais un dernier point, tu viens du B2B et du gros corporate. Le go-to-market B2C, c'est quelque chose de particulier. Essaye de t'entourer de compétences dans ton équipe de growth ou alors moi j'avais toute la partie retail aussi, donc moi j'ai été chez ExxonMobil, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est digital, donc c'est merci des conseils, Julien. Parfait, merci beaucoup. Aude, tu es passée. Merci beaucoup Emmanuel pour le pitch et la présentation du projet. Moi j'ai 3-4 petites remarques slash questions. Première chose, quand tu présentes ta problématique sur laquelle c'est vrai qu'il y a tu as pas mal de chiffres qui sont sourcés, qui sont très intéressants. Attention, il y a quelque chose qui m'a un peu accroché l'oreille, c'est que tu parles d'une fracture digitale. Et en fait, c'est la dernière chose que tu dis avant d'enchaîner sur le fait que ta solution à cette problématique qui intègre la fracture digitale, c'est une marketplace avec du paiement en ligne. Et donc, du coup, tu vois, c'est peut-être un peu, ça manque peut-être un peu de cohérence. Juste à ce niveau de transition où effectivement tu soulèves le problème que les personnes qui peuvent avoir besoin de réparer ou les artisans peuvent faire face à cette fracture digitale et finalement que la réponse c'est une marketplace. Donc attention à cette petite transition. Moi j'ai une question aussi j'aurais bien aimé comprendre le fonctionnement réellement étape par étape je suis un particulier, j'ai besoin de faire réparer un de mes objets, comment est-ce que je m'y prends, comment est-ce que je fais pour que l'artisan reçoive mon objet, est-ce que justement il y a un peu d'assurance, je sais pas, de sécurité autour de ça, comment concrètement ça fonctionne, donc tu vois un petit schéma explicatif des différentes étapes. Aurait été pas mal et je vais te laisser répondre. Et puis mon dernier point, c'était comment est-ce que tu crées des usages, ces nouveaux usages chez les artisans qui sont une population qui n'est pas évidente, j'imagine, à convertir sur ce type d'outils. Alors ça dépend de la population d'artisans, mais effectivement, comme disait Julien, j'imagine qu'il y a des populations d'artisans sur lesquelles tu t'es pas encore positionné qui peuvent être un peu plus compliquées à convertir à la marketplace et au digital. Oui, merci pour ces questions. Alors, en fait, fracture digitale, oui, c'est vrai que merci parce que j'avais pas réalisé ça, mais c'est vrai que ça peut être contre-intuitif. et en fait, le lien, c'est vraiment sur la réponse, elle est vraiment sur nos early adopters parce qu'en fait, on a fait nos personas côté artisans. On a co-construit la solution avec la Chambre des métiers, en fait. Le service innovation, on a fait pas mal d'entretiens utilisateurs et on se rend compte que nos early adopters, c'est vraiment en général soit des jeunes qui se mettent, qui reprennent goût à l'artisanat, notamment sur des métiers plutôt d'art ou de vraiment l'artisanat, cordonnerie, maroquinerie. Et, voilà, et nous, on veut contribuer à faire rayonner le métier. Donc, ça répond aussi à la question des nouveaux usages. Il y a une prise de conscience de ces personas qu'on vise en early adopters qui sont soit ces jeunes plutôt connectés ou ces gens en reconversion qui, dans des grosses corps, quand on marre, on dit on arrête et on devient cordonnier, on devient ébéniste, etc. Eux, ils ont les codes, ils connaissent et on arrive assez bien à les convaincre parce qu'eux, ils comprennent ce qu'on veut faire.
et ils sont fiers, et ils sentent bien qu'on a besoin, il y a besoin de cette solidarité et de faire rayonner, de redonner ces lettres de noblesse à l'artisanat de proximité, quoi. Alors, quant à la question sur le schéma explicatif des différentes étapes, en général, quand on a 15 minutes de pitch, on fait une petite démo. Mais c'est vrai, donc ton conseil, Aude, c'est qu'on rajoute ça sur Ouais. on rajoute un schéma sur peut-être une slide. Ouais, exactement. Et en fait, c'est un là-dessus. conseil. Ouais. Excuse-moi, Non, qu'est-ce que pardon. tu dis, Manu, je t'ai coupé. Non. Non, c'est un Vas-y. conseil un peu général au vu des dizaines et dizaines de decks qu'on voit passer. Ouais. C'est que même sur un deck très court, c'est vraiment nécessaire d'avoir un visuel ou une visualisation de la solution ou du produit. Sinon, c'est très compliqué de se projeter dans le projet. Et même, selon moi, en tout cas, même sur un pitch très court, visualiser le produit ou le service, c'est le parcours, oui, parce que nous, on a vraiment fait un parti pris, c'est de partir du problème du client. Voilà, j'ai telle chose en panne et voilà, on arrive sur le choix une carte des artisans et avec leur note Google importée, à terme, il y aura la note Things, etc. Et avec soit des forfaits, soit des devis, il y a un curseur de prix et puis après, on passe à devis, commande en ligne, et puis, etc. Mais effectivement, il faut qu'on le rajoute. Ouais. J'aurais adoré, peut-être qu'on aura l'occasion de présenter ça plus en détail. Mais merci pour le conseil. Ouais. Les conseils. Merci, Aude. Marie, on a un peu plus de temps vu qu'on n'a que 4 startups cette semaine. Donc, prendre plus de temps. C'était plus remarque que question, parce que je crois que j'avais déjà vu passer le deck. Avant, moi, c'était plus sur... j'ai trouvé très bien l'idée au début, le double constat entre artisan et besoin. C'est vrai qu'après, on se concentre vraiment sur le client, mais je pense que ce serait assez intéressant aussi d'avoir le point de vue artisan, parce que justement, on disait que les artisans, c'était des gens qui étaient parfois isolés, et vous montrez comme un apporteur d'affaires aussi pour eux. C'est un positionnement que je pourrais trouver intéressant, que vous pourriez peut-être exploiter dans votre deck. Et enfin, peut-être sur la légitimité de l'équipe. Vous avez une super bonne expérience en grand score, en corpo. Et là, du coup, c'est plus une question, pourquoi ce projet? Je pense que là, il y a peut-être du storytelling à faire. Pourquoi vous embarquez sur ce type de projet qui a clairement impact? Est-ce que c'est des raisons personnelles? Est-ce que pour vous, il y a un changement qui s'opère? Donc ça serait intéressant aussi de savoir un peu, que ça soit dans votre deck ou là en question. Oui, bien sûr, dans le deck, c'est effectivement... ouais, je commence souvent par ça. Moi, en fait, c'est vraiment... après plus de 25 ans passés chez ExxonMobil, qui est une boîte exceptionnelle en termes d'opportunités de carrière, etc. Mais j'ai vraiment une prise de conscience du fait que, non, ils décarbonent, ils font plein de choses, mais je me suis dit, pour plusieurs raisons, oui, personnelles, moi, j'ai envie de quitter le groupe. J'ai fort esprit d'entreprise dans ma famille. Moi, j'ai commencé par monter ma boîte avant. Et envie de boucler la boucle et de faire quelque chose qui ait du sens au plan impact sociétal, environnemental, et voilà, et d'embarquer des jeunes pour leur mettre le pied à l'étrier. En termes de... Alors, on a Antonin Stégère, là, qui est business développeur manager, donc il se trouve, et mon fils, lui, c'est École Danone, Doctolib, donc on a des expériences de gens aussi qui ont des parcours dans des startups digital. Enfin, à l'époque, Doctolib était pas ce que c'est aujourd'hui. Et on est aussi conseillé par des start-upers, etc. Mais c'est ça la raison de s'embarquer sur ce projet. Okay. Il y avait une autre question. Merci. Le potentiel business, c'est tout à fait important. Je suis d'accord, c'est pas assez mis en avant, probablement, dans le deck. Donc, je prends la note et merci beaucoup. Comme je suis arrivée un peu en retard, j'avais un problème de connexion. J'ai compris que Julien, il était seed légal et aussi business angel parce que je suis arrivée à ce moment-là. Mais Marie et Aude, vous êtes vous venez de Eldorado et Angel Square, c'est ça? Et de Charleston. C'est pour qui, juste pour que je sache, pour Marie, c'est Charleston. D'accord. Et moi, Eldorado, effectivement, Emmanuel, on accompagne les entrepreneurs sur les sujets de financement. Ok, ça peut nous intéresser. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être se recontacter. On pourra en rediscuter après la session avec plaisir. D'accord.
Merci à vous. C'est évidemment l'objectif de cette session, c'est aussi de faire des connexions. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour ta présentation. Si tu veux bien arrêter le partage d'écran et je vais pouvoir inviter Cyril qui va nous présenter Travaux et meubles. Cyril est bien connecté. Oui. T'es en mute. C'est bon, Bonjour. Parfait. Bonjour Cyril. Si tu viens, partage ton écran et dès que tu me dis go, change de chrono. Parfait. Eh bien, on peut y aller. Merci à vous de nous offrir un petit peu de temps pour pouvoir s'essayer au pitch. Donc, je vais vous présenter Travaux et meubles. Vous avez certainement déjà jeté un petit coup d'œil, mais on va repasser ensemble sur le deck. L'idée de Travaux et meubles, c'est de répondre au problème du fait que la façon de consommer dans l'immobilier évolue bien plus rapidement que les solutions qui sont mises à disposition des acteurs du secteur. Dans les acteurs du secteur, on comprend les vendeurs pros, les clients acquéreurs et les artisans, entreprises travaux généralement, qui sont chacun liés à ce problème-là. Une seconde, Cyril. Ouais. Je crois que je pensais que c'était moi qui avais un problème, mais je pense que tu ne partages pas l'écran là. Ah, ok. Ouais. Tu as gagné des secondes en plus. Pardon. Alors, hop. En effet. Ce sera peut-être mieux. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. C'est bon? Ok, parfait. Allez, on reprend. Non, du coup. tu l'as enlevé là. Ah, j'aime pas Zoom, je suis désolé. Il y a deux écoles, hein. Il y a Google Meet et Zoom. Voilà, moi, c'est clairement Google Meet, désolé. Hop, hop. Ok. Parfait. Mais là, je pense que tu peux cliquer sur présenter en haut à droite. Allez, hop. Parfait. Du coup, je reprends. Donc, le problème auquel on veut répondre, c'est que la façon de consommer dans l'immobilier, elle évolue plus rapidement que les solutions qui sont mises à disposition des acteurs du secteur. Donc, dans les acteurs, on comprend les vendeurs professionnels, les agences, agents, mandataires, etc., les clients acquéreurs et les artisans, entreprises de travaux, puisqu'ils sont tous intrinsèquement liés à un investissement immobilier, qui soit un investissement locatif, un investissement privé, de maisons secondaires, etc., etc. Pour vous donner un peu plus de détails, on a un manque d'adaptation du marché traditionnel. Aujourd'hui, c'est un marché qui évolue hyper vite. On a beaucoup de nouvelles startups qui arrivent sur ce marché-là et qui répondent et qui ont créé des nouvelles manières de consommer. On a une expérience de consommation dans l'immobilier qui est restée historiquement précaire. Aujourd'hui, on avait les agences, après on a eu le Bon Coin, et puis depuis, ça n'a pas vraiment évolué. Et on a une concurrence en constante augmentation depuis l'ubérisation du métier. Ça fait à peu près 10 ans que l'immobilier est, je dirais, peut-être victime un petit peu, même pour son image, de son ubérisation, avec l'arrivée des mandataires qui n'ont plus besoin d'avoir une carte T aujourd'hui et qui peuvent profiter d'une seule carte T avec plusieurs commerciaux en dessous. Donc, il y a des réseaux qui sont apparus, hein, comme IAD, Keller Williams, etc. Donc, si vous voulez, ils sont de plus en plus et ils sont tous sur les mêmes leviers qui sont l'acquisition de mandats et la recherche de nouveaux acquéreurs. Donc, nous, on a une opportunité qui s'est cachée derrière ça, c'est l'émergence de la consommation clé en main en fait, chez les acquéreurs. On a l'exemple avec Mastéos, donc c'est où je travaillais avant, qui est valorisé aujourd'hui plus de 150 millions d'euros en 3 ans et qui fait dans l'immobilier 100 ventes par mois. Ils ne sont pas tout seuls sur le marché, ils sont une vingtaine en tout et on a des gros players derrière eux qui sont Beanstock, Bivouac, Ernest, etc. Eux ont créé la consommation clé en main sous l'investissement locatif. Donc, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Mais du coup, ça montre que la manière de consommer les clés en main, il y a un réel besoin, une réelle demande du marché et qui est en train de s'étendre de toute façon en dehors de l'investissement locatif. Donc, pour répondre à ça, l'idée, c'est de créer le premier guichet unique de services dédiés aux professionnels de l'immobilier pour les aider en fait à satisfaire les nouvelles habitudes de consommation. Comment? Donc, c'est un SaaS, une offre qui rassemble 4 métiers et qui est déclinée en 3 packs. Donc, le SaaS, aujourd'hui, on est sur la version 1 du SaaS qui est en ligne. On a 25 comptes créés aujourd'hui. On est en 100% organique. Pour l'instant, il n'y a aucune pub payante, etc., qui a été mise en place. Pour l'instant, on travaille vraiment sur le fond. On fait des ventes déjà, mais on travaille vraiment sur la colonne vertébrale de notre organisation, etc.
Donc, une offre 4 métiers. Les 4 métiers sont architecte, décorateur, artisan et commercial. L'idée, c'est de transformer une simple vente en un projet d'acquisition. Les 3 packs, du coup, avec déclinés en 15 projets par an, 30 projets par an ou 45 projets par an, vous remarquerez que chaque pack dispose des mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit dans le premier pack, il n'aura pas ci ou il n'aura pas ça. On fait tout pour tout le monde. Tout ce qu'on décline, c'est le nombre de projets à l'année. Aujourd'hui, on s'est lancé le 22 décembre 2022. On a effectué 20 projets. On a valorisé 7500 mètres carrés. On a plus d'1 million d'euros de devis travaux qui ont été mis sur le marché. Aujourd'hui, on est en train de concrétiser le premier projet post-achat avec nos partenaires, donc sur les travaux. On a le premier projet meublé de A à Z aussi qui a été signé. On a commencé à tâtonner le Portugal le mois dernier et la Belgique qui arrive tout doucement. On a fait 40 000 euros de chiffre d'affaires répartis de manière assez homogène et on a 2 partenariats qui sont déjà en place pour pouvoir répondre à l'après-achat qui sont les travaux et les meubles. Donc les partenaires travaux. 1 minute ? Oui. Ok. Les partenaires travaux, du coup, sont Boîte à Batte qui répond sur 5 régions françaises. On a Mastéos, donc du coup, la start-up d'investissement locatif clé en main qui nous fait du dropshipping sur les meubles, sur 100% du territoire. Le marché, il est aujourd'hui notre go-to-market sur les agences. Donc, si on prend le nombre d'agences monde, Europe, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, 211 000 agences. L'Europe, 72 000 agences et la France, 33 000 agences, hors mandataire, évidemment. On parle des agences physiques. Dans notre business plan, du coup, nos revenus sont basés sur notre SaaS avec la vente de dossiers, sur la revente de leads de travaux et la revente de meubles. On passera les détails des chiffres, vous pourrez avoir le temps de regarder vous-même ensuite. La roadmap, l'idée c'est que là aujourd'hui on lance le PACA en septembre prochain, on se concentre sur le PACA, on fait une première levée en BSR pour pouvoir lancer le PACA avec les équipes en interne de production. En septembre 2024, Occitanie, ensuite on enchaîne par les Hauts-de-France. Là, on ira chercher notre première valo qui va nous permettre d'ouvrir notre marché au B2C et d'ouvrir le premier pays européen qui serait la Belgique. Ensuite, en septembre 2027, l'idée, c'est de s'ouvrir sur 5 régions françaises en plus. Et puis ensuite, de penser à l'intégration des métiers grâce à une deuxième valorisation qui pourrait être les travaux et pouvoir produire nos meubles peut-être en seconde main ou des choses comme ça. Et surtout, tout le parcours, bien sûr, l'évolution du SaaS est comprise dans la roadmap. Donc aujourd'hui, on a besoin d'1 million d'euros qui sont 500 000 en fonds privés et 500 000 qui sont en dette et subventions. On vient les chercher donc pour les effectifs, pour le marketing et puis pour les charges, les outils, etc. etc. Il y avait les conditions, il y avait la direction, il y avait tout ça. Justement, tu pourras partager, tu auras justement le panel pourra te poser des questions sur le reste de tes slides avec leur feedback. Marie, est-ce que tu peux démarrer avec des feedbacks ? Parfait. Yes, avec plaisir. Merci beaucoup pour le pitch, Cyril. Du coup, moi, j'avais plusieurs remarques. Je trouve ça hyper intéressant, mais je trouve ça un peu dommage. En fait, la solution arrive un peu tard dans les slides. N'hésite peut-être pas à la faire remonter un peu avant. Comme ça, on sait directement quel est ton produit. J'avais une autre, ça c'est une question / une remarque. Qui est ta cible en fait et comment tu vas l'acquérir, comment tu vas la toucher. Quand je dis cible, ça peut être le persona, vraiment dans les détails. Est-ce que tu vises une population jeune, une population... Donc, donner peut-être un peu plus de détails là-dessus. Donc ça, c'est à demi une question remarque. Après, pour l'équipe aussi, je trouve ça un peu dommage que même si on n'a pas eu le temps de la voir, de la mettre aussi tard dans les slides. Là, tu es encore en pré-seed seed, tu es vraiment sur une solution en early stage. L'équipe, c'est un peu le plus important. Les investisseurs vont beaucoup regarder ça parce qu'on parie plus sur une équipe que sur un produit au début. Donc, n'hésite pas directement à montrer pourquoi vous, votre équipe, elle lance cette solution, en quoi vous êtes légitime, en quoi vous êtes l'équipe qui saura en fait, mener à bien le projet. Et j'avais une autre remarque, c'est tu nous montres que tu vas aller à l'étranger, que certes, tu l'as fait un peu en détail, d'abord PACA, puis après d'autres régions avant d'aller à l'étranger. Peut-être montre de l'attraction
que tu as attaqué une région donnée, que ça a fonctionné dans cette région, et comment derrière tu vas le déployer à plus grande échelle. Est-ce que ça peut faire aussi un peu peur de se dire que tu vas aller conquérir la France et l'étranger très rapidement sans avoir eu une traction assez forte qui démontre que ta solution est valable? Ok. Selon toi, c'est quoi qui montrerait que la solution est valable? C'est le processus de création de comment de ce qu'on vend, comment on le met sur le marché, ou c'est d'avoir vendu d'avoir 5 clients en Belgique déjà signés, 5 clients en Portugal déjà signés? Je dirais plus là, on parle vraiment de traction, c'est-à-dire que dans le sens où ta solution fonctionne, tu peux avoir des clients qui sont intéressés en Belgique, en Italie ou dans d'autres pays, mais montre vraiment que lorsque tu l'as éprouvé dans une région donnée, ça a marché. C'est-à-dire que tu as eu des clients, que la solution a fonctionné, que tu as créé du chiffre d'affaires. Tout, en fait, ça peut être plein de métriques différents, mais qui montrent que ça a marché sur une communauté, sur une région. Ok. Et le fait de là avoir fait déjà plus de 20 projets partout en France, ça, c'est pas une traction qui éprouve quelque chose. Si, mais du coup, étaye là, encore avec plus de métriques. Ok, ok, parfait. Voilà. Merci Cyril. Non, il n'y a pas de problème. Merci à toi, Marie. Merci Marie. Qui veut prendre la suite? Julien, Aude. Bon, j'y vais. Merci Cyril, c'était très intéressant. Moi, ce que je dirais, c'est que d'abord, un premier commentaire, c'est valable pour tout le monde, pas que toi. Fais attention, le dernier slide sur lequel tu t'arrêtes. Là, tu vois, tu nous laisses sur les mentors. Donc, je vois la tête de Théodore. La tête de Théodore, j'en ai rien à foutre. Donc, force-toi quand tu fais une présentation à un investisseur. Le dernier slide, il y a ton nom, il y a ce que tu demandes. Tu vois que qu'on se le mette dans le crâne. Parce que donc là, tu finis pas sur le bon. Bon, tu as vu, tu ne tiens pas en 5 minutes, tu as escamoté tout un tas de sujets, donc il faut vraiment que tu t'entraînes, il faut que tu améliores tes slides. Tu as un beau projet, tu as de l'attraction, tu fais du chiffre d'affaires, tu réponds à un besoin, c'est super. Tu ne lui rends pas service à ton projet et à tout l'effort que tu y as mis. Présentant ce deck-là, il est largement perfectible. Nous mets pas des Excel de tes dépenses marketing, on n'en a rien à foutre. Nous mets pas des Excel de ton ramp-up de FT, là, de TP, on s'en fout. Mais explique-nous mieux avec des jolis slides, qu'est-ce que tu vends à qui? C'est intéressant, il y a 33 000 agences, si j'ai bien compris. Au début, on a l'impression que tu vends des choses aux particuliers, mais en fait, tu t'adresses aux agences. Ta solution, moi, je ne l'ai pas super bien comprise. En gros, quel est le package que tu vends? Qu'est-ce que tu appelles ton pack? Tu vois, il faut que tu t'adresses à des investisseurs qui ne sont pas du secteur, etc. Il faut vraiment qu'en termes simples, tu leur expliques concrètement qu'est-ce que tu vends à qui. Et là-dessus, je suis resté un peu. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Tu fais des Ouais, travaux, bien tu sûr. fais des meubles, tu vends ça à l'agence pour l'aider à mieux valoriser le projet. Enfin, je crois comprendre, mais tu vois, j'aurais aimé que tu me Bien le sûr, je comprends bien. que tu me le résumes mieux que ça. Euh, Deuxième point, ton BP, il n'est pas assez explosif. Tu fais un BP sur 5 ans. Les premières années, tu dois faire x4, x5 year on year. Là, tu fais un x3 la première année et x2 la deuxième année. Donc, déjà, la deuxième année, ça s'est essoufflé. Non, tu vois, il faut que tu montes une croissance beaucoup plus forte que ça. Donc, comment tu fais pour avoir, tu vois, ça va te faire réfléchir sur ton go-to-market. C'est Si un tu point reviens sur le fort. slide BP, pardon, Ouais. ouais, j'ai trouvé que tu vois, on l'a vu en 2 secondes, donc je me trompe peut-être, hein, tu prends ça avec des pincettes, mais j'ai trouvé que la traction, la croissance de la top line, elle n'est pas assez forte. Tu vas passer de Ok. 400 à Ça, 1 c'est 3, c'est vraiment un 8 millions choix. 3, donc 3 fois 3 et de 1 million 3 à 2 millions 6, donc fois 2, ça c'est déjà trop essoufflé, c'est pas possible. Enfin, il faut que tu ailles plus vite. Et en C'est un plus, je choix. ne comprends pas C'est clairement un si choix, c'est des évidemment. années où il n'y a pas d'années. Et puis, il n'est pas bien présenté ce BP, il me plaît pas quoi. Enfin, faut que tu le retravailles, je pense. Bien sûr. Ouais, tu prends ou tu laisses, hein, c'est mon commentaire perso. Et Bien après, sûr, sur les BSAR, mettre des décodes différentes en fonction des montants investis, c'est une hérésie. Fais surtout pas ça. Enfin, s'il y a un mec qui ok. arrive avec 500 kilos dans le BSAR parce qu'il croit à ton projet, tu vas lui donner combien? 99% de discount. Non, la décote, elle rémunère le fait qu'ils prennent l'investisseur, il prend le risque en avance de phase par rapport à une future levée Bien sûr. qui déterminera la valeur. Donc, ceux qui arrivent, le wagon d'investisseurs qui arrivent en même temps, ils ont la même décote.
Sinon, tu vas pas t'en sortir, hein, si tu commences à faire des décodes différents en fonction des montants. Enfin, moi, je trouve que c'est glissant comme terrain et ça risque d'attirer des problèmes avec d'équité entre les investisseurs. C'est pas parce qu'il y en a un qui met 20 000 balles ou 15 000 balles qu'il prend un risque différent. Ok. Ben, merci pour ton retour. Merci, Julien. Aude? Ouais, moi, je suis assez alignée avec ce qui a été dit précédemment par Marie et Julien. Je pense il y a clairement un sujet de restructuration du discours et du deck. Tu passes beaucoup de temps sur la problématique, mais ça, en vrai, ça se règle assez facilement. Tu remontes effectivement la solution. Prends plus de temps, par contre, à parler de la solution. C'est vrai qu'on met du temps à comprendre ce que tu proposes clairement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, tu parles effectivement des architectes, des décorateurs, des commerciaux, mais en fait, ça vient super tard. Voilà, le BP, je suis assez d'accord aussi. En plus, tu nous parles d'un business SaaS, il me semble, mais tu parles pas de KPI de MRR, d'ARR, de churn. Enfin, pour moi, les KPIs qu'on attend dans un business SaaS ne sont pas présentés, ce qui est assez problématique. Et je pense qu'au niveau pour revenir à la structure, tu vois, tu fais un peu des allers-retours entre enfin, tu as une slide qui explique que c'est un guichet unique, mais en fait, tu ne nous détailles pas le guichet unique. Tout de suite après, tu dis que c'est sur un modèle SaaS. Finalement, après, tu reviens sur les offres architectes, décorateurs, commerciaux, puis tu reviens sur les pricing. Mais en fait, tu fais des allers-retours entre deux sujets qui sont ton business model d'un côté, ta solution de l'autre, qui perdent un petit peu l'audience. Et point positif, effectivement, je pense que ton projet bien marketé, il peut être super bien pitché. Tu as une énergie intéressante, mais voilà, un petit retravail du deck est nécessaire, je pense. Et dernière chose sur ta roadmap, moi, une roadmap qui est exprimée en département, en ville, etc., ça ne me parle pas trop. Je ne sais pas ce que ça représente en fait en termes de chiffres, en termes d'agences closées, en termes de développement. Donc, je t'invite plutôt à rajouter des KPIs et des métriques sur cette roadmap. Yes, merci beaucoup. Tu vois, tu parles de région. Et en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Tu vois, ça veut dire quoi un lancement en Occitanie? Donc, je t'invite à la retravailler. Et après, une dernière remarque, mais c'est à titre plus perso, une valo entre... Excuse-moi, si tu peux rester, parler de la valo dans le deck et l'écrire noir sur blanc, surtout une valo à horizon 2026. Je trouve ça assez risqué et une valo, ça évolue avec le marché. On ne sait pas du tout comment sera le marché en 2026. Donc, moi, à ta place, je n'afficherai pas de valo comme ça noir sur blanc. Le sujet viendra quand il devra venir avec les investisseurs. Ok, Mais par contre, encore une fois, bonne dynamique et le pain auquel tu réponds est très intéressant. ok, merci beaucoup. Je suis d'accord avec les points de haut. Enfin, par rapport à d'autres pitchs qu'on a vus précédemment, toi, tu as déjà de l'activité, tu as déjà du chiffre d'affaires, tu as déjà des clients. Ouais. Voilà, donc ça, il faut que tu appuies là-dessus. Donc, ta solution, il faut que tu passes plus de temps à expliquer ce que tu vends et puis après, sur les métriques de grosses, quoi, le Ok. BP, etc. Et effectivement, refaire un peu le deck. Il y avait du travail à faire sur le deck pour que ce soit plus percutant. Quand on voit un projet passer où il y a justement du chiffre, quand on travaille vraiment en précis des sites, c'est des projets en général qui marquent, qu'on retient. Et en général, on ferme le deck, on se souvient des KPIs importantes de l'entrepreneur. Là, je suis incapable de parler de tes KPIs, tu vois. Ok. Parfait. En plus, le go-to-market, ça sera intéressant, c'est qu'il y a 33 000 agences, mais ils sont organisés en groupements, ils sont fédérés. La plupart il y a des indépendants, mais la plupart sont fédérés. Donc, comment ça marche? Il y a plus d'indépendants en vrai, mais c'est parce que c'est vrai que c'est pas très structuré, mais il y a plus d'indépendants que de fédérés dans les agences. Mais sur le go-to-market avec les agences, il y a peut-être quelque chose à expliquer. Ouais, je suis d'accord. Merci. Je dois quand même faire attention au temps. Merci beaucoup Thierry. Merci pour ta présentation. Merci au panel. Je t'invite à arrêter le partage d'écran. Comme ça, on peut appeler la dernière startup de cette session. Bonjour Mathias. Bonjour, je vais juste remettre la vidéo. Donc,
Parfait. Donc, Mathias, tu vas nous présenter Projet Pro Academy, et reconversion. On parlait de reconversion tout à l'heure avec les artisans, donc ce n'est pas du hasard. Juste partager l'écran. Hop. Parfait. Bah, tu me dis go et je lance le chrono. Bon, je vais juste faire ça. Donc, on peut y aller. Vas-y. Donc, bonjour à tous. Je suis Mathias Karakaya, cofondateur de Projet Pro Academy, la première plateforme de reconversion globale. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous le droit de changer de vie pro. Et c'est pour ça qu'on a lancé avec mon associé ce projet. Donc, plus de 60% des Français aujourd'hui envisagent de se reconvertir, que ce soit pour trouver du sens à leur travail, obtenir un meilleur salaire ou pour travailler pour soi. L'évolution du marché nous montre également qu'un nombre important de reconversions va être inévitable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les solutions pour se reconvertir sont souvent peu efficaces et source d'inégalités. Par exemple, on s'est rendu compte que seulement 20% des actifs les moins qualifiés qui souhaitent changer de métier parviennent réellement à se reconvertir. Donc, on a décidé de créer la première plateforme en ligne pour lever les freins à la reconversion professionnelle, pour d'une part identifier et obtenir son futur métier ou pour préparer sa création d'entreprise, le tout grâce à des programmes en ligne. Notre parcours pour trouver sa voie et obtenir son nouveau métier, c'est un parcours qui est destiné, même si on est peu ou pas qualifié. C'est un parcours en ligne avec un suivi par un coach. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un plan d'action concret, axé sur les secteurs et les métiers qui recrutent, que ce soit le BTP, la tech, la transition écologique ou la santé. On va prendre ces personnes, on va les accompagner et on va les rediriger vers les formations et les solutions les plus innovantes du marché. L'objectif, c'est qu'elles parviennent vraiment, si elles sont réellement motivées, à trouver un nouvel emploi. À côté de ça, je pense qu'aujourd'hui, changer de vie, ça peut aussi passer par lancer son activité en quittant le salariat. Et pour ça, le plus important, c'est d'avoir des programmes 100% concrets, 100% adaptés à son projet, ce qui est aujourd'hui compliqué. Pareil, ça passe aussi par un accompagnement avec des formateurs spécialisés, c'est ce que nous avons mis en place. On a commencé à lancer certains programmes en ligne et on va étoffer ce catalogue avec le temps. On a une réelle mission. On veut vraiment avoir un impact social. C'est de permettre à toutes et à tous de changer de métier. Aujourd'hui, concrètement, près de 40% des personnes qu'on accompagne ont un niveau bac ou inférieur. Je pense que vous l'aurez compris, le marché de la reconversion, c'est un marché colossal. C'est surtout un marché en plein essor. L'année dernière, on a eu plus d'1 million de créations d'entreprises et le nombre de bilans de compétences a été multiplié par 3 ces dernières années. Si je parle du bilan de compétences, c'est que c'est sur le marché sur lequel on va se situer, avec face à des acteurs, on va dire, digitaux assez récents, que ce soit Chance ou Garance et moi, mais nous, on a vraiment un positionnement unique, généraliste, mais aussi axé pour les ouvriers et les employés. Et on est vraiment sur une approche concrète. Donc, on va proposer des programmes spécialisés et notamment axés sur les créateurs d'entreprises qui aujourd'hui ont un petit peu de mal à trouver des solutions idéales. On a un modèle économique assez simple. Aujourd'hui, nos programmes sont vendus en moyenne 1 500 €. Sur cette somme-là, une partie va être destinée à payer des coachs et formateurs indépendants. On est environ à 500 €. On a un CAC à 260 €, ce qui nous laisse une marge intéressante. Si on regarde notre roadmap à 24 mois, on voit qu'on a prévu pas mal de développement. Si on se positionne sur aujourd'hui ce qu'on a réellement fait, on a lancé 3 programmes en création d'entreprise et une première version de notre programme Proconversion. On a fait 120 000 € de chiffre d'affaires environ sur les 8 derniers mois. Pour développer et accélérer notre croissance, nous avons besoin de 400 000 €. Ça va servir à optimiser notre plateforme, lancer une version définitive de notre parcours reconversion, notamment avec des modules IA. 1 minute. Et notre offre d'entrepreneurs. Nous aurons également besoin de recruter et d'un budget marketing.
L'objectif, c'est une croissance ambitieuse et une rentabilité dès 2024, avec 20 000 personnes accompagnées dans les 5 prochaines années pour atteindre 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ce projet, on est deux, nous deux issus du monde de la formation. Mon associé a notamment travaillé chez Onicep et moi-même, j'ai été conseiller en création d'entreprise et formateur. Il nous reste un petit peu de temps. En 4 points, pourquoi investir? On est sur un produit et un marché validé, un marché colossal en pleine croissance. On a une équipe qui connaît le secteur et surtout, on a un fort impact social. Incroyable. Il restait 2 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathias, pour la présentation. Alors, et très bonne slide pour finir en plus. Qui veut démarrer les feedbacks? Julien? Bien, merci Mathias. Écoute, moi je te dirais bravo, j'aime beaucoup tes slides. Je trouve qu'ils sont hyper bien, c'est hyper bien présenté pour tout le monde. C'est un peu peut-être la meilleure présentation de mon point de vue, c'est-à-dire que c'est hyper synthétique. On a tous les, enfin voilà, on se perd pas dans les détails. Tu nous as bien guidés, etc. Un petit détail, je lis ton slide plus vite que tu me le racontes. Donc à l'oral, essaye de ne pas répéter ce qui est écrit dans le slide parce que sinon c'est énervant. J'ai fini de lire le slide, puis après j'attends que tu finisses ta phrase que j'ai déjà lue. Donc essaye d'ajouter de l'information à l'oral par rapport au slide. Enfin bon, c'est un peu du détail. Honnêtement, ta présentation elle est très bien faite, elle est très claire, on comprend très bien le pourquoi, la finalité, comment, etc. Il y a des KPI comme mentionné précédemment qu'on voit. Voilà, enfin, j'ai trouvé ça très très bien fait. Ta levée, si je comprends bien, elle t'amène au break-even. Ça, c'est assez rare à souligner. C'est 300 ou 400K, je ne sais plus en dilutif. Bon, essaye plutôt que de nous décrire dans le détail l'usage des fonds, savoir sur la partie gauche, là, je ne sais plus, il y avait un détail qui est pas forcément très utile. Explique plutôt si tu as déjà une partie qui est comité ou quels sont les paramètres de ton BSR ou quelle est la valo pour ta levée. Voilà, enfin, essaye d'apporter de l'information un peu plus intéressante sur la partie gauche du slide que le détail du nombre de recrutements que tu vas faire. Ton BP, il avait l'air super agressif, super bien. Franchement, non, très, très bonne présentation. D'accord, merci pour les infos. Je vais essayer d'être un peu plus clair, on va dire, sur les valos. Après, je pense qu'on est plutôt sur une levée classique et pas du BSA. Donc, il faudrait peut-être, comme vous dites, mettre la valo. Donc, je pense que ça peut être un bon sujet. Merci beaucoup. Je suis intéressé d'avoir l'avis de Aude et de Marie sur le slide. Ouais. Aude ou Marie? Allez, la première qui parle. Prends la parole. Si tu peux nous remettre ton slide de levée, Mathias. Ouais, moi sur la slide, alors effectivement le deck est très très bien construit, bravo. D'un point de vue contenu, information, structure, mais aussi d'un point de vue graphisme, ce qui est chouette. Moi, sur la partie levée, j'ajouterais à ce que Julien t'a dit, de mettre plus en avant l'objectif de la levée. Effectivement, l'utilisation des fonds, en réalité, c'est un peu tout le temps la même chose. C'est pour mettre de la tech, du recrutement, du market. C'est assez classique. Par contre, tu vois, tu mets pour accélérer notre développement. OK, mais parle-nous justement de ce développement, de cette ambition, de cette vision. Les investisseurs, ils cherchent à venir financer des leviers de financement, à comprendre à quoi va servir cette levée, pour comprendre aussi quelles sont les perspectives d'exit, à quel horizon, etc. Là, ton BP, comme disait Julien, effectivement, tu arrives à un break-even assez rapidement. Donc, mets l'accent sur cet objectif de levée et sur cette vision court moyen terme, du coup, qu'on attend à la fin d'un deck. Moi, j'avais une question. Est-ce que les formations sont finançables via le CPF? Aujourd'hui, on a du financement Pôle emploi, des entreprises, du CPF, des OPCO. D'accord. Alors, je crois
Je ne crois pas l'avoir vu dans le deck. Après, c'est un C'est ça. détail, mais c'est vrai que sur le marché de la formation et de la formation en ligne, souvent, c'est quelque chose qu'on met en avant dans les decks parce que c'est une facilité d'acquisition C'est sûr. et un levier commercial pour toi. Donc, la question va être posée. Donc, autant peut-être tamponner CPF compatible sur la solution. Voilà, moi, j'ai pas d'autres retours à faire complémentaires. Juste pour conseil pour tous, quand vous présentez votre pitch, encore une fois, pour être dans les meilleures conditions possibles en visio à des investisseurs, prenez la version PDF et pas la version Canva où en fait on voit ce qui se passe autour du Canva et tout. Enfin, mais ça, c'est vraiment un tout petit détail une fois que le deck est parfait. D'accord. Voilà. Pour rebondir sur ce que disait Aude, c'est vrai que c'est intéressant que les formations puissent être financées, OPCO, etc. Moi, de mon expérience corporate, les boîtes, elles payent des bilans de compétences et tout. Elles dépensent des fortunes dans les ruptures conventionnelles, les trucs comme ça. C'est toujours ce qu'elles rajoutent, ce qui est rajouté dans la négo par l'avocat, etc. Et donc, je m'étonne que ton go-to-market B2B, il arrive qu'en 2025. Est-ce que c'est pas, tu vois, Après, c'est vrai que c'est toutes ces boîtes dont les salariés sont mal expliqué. désengagés, qui quittent, qu'il faut reconvertir, etc., il y a une énorme opportunité. C'est ça, là, en fait, je pense que c'est mal expliqué. Ouais, c'est ça, lancement of B2B. C'est ça. C'est vrai que cette slide et celle-là, il faudra essayer j'y pensais, essayer un petit peu de les remixer ensemble en disant, voilà, on lève pour lancer la V2, lancer un nouveau programme, lancer le programme spécifique aux seniors notamment et l'offre B2B. Après, l'offre B2B, c'est une offre spécifique qui va demander quelques ajustements. C'est pour ça qu'on l'avait mis un peu plus tard. Et notamment, on va dire, sur la partie mettre des commerciaux pour aller démarcher ces acteurs-là. C'était plutôt dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, on travaille déjà avec des entreprises qui financent. Sauf que nous, on va chercher cette clientèle B2C. Après, c'est elles qui font les démarches pour, on va dire, pour faire financer via leur entreprise. Mais quand je disais B2B, 2025, c'est plutôt voilà, mettre en place une offre commerciale, de commerciaux plutôt. Où le client B2B est prescripteur de la solution. C'est ça demande. C'est eux qui t'amènent les clients. C'est ça. En plus, ça demande, c'est pour ça, développement. Là, j'ai mis développement, partenariat public-privé, notamment à la région, etc. Ça demande d'être à minima un petit peu installé. Aujourd'hui, on a encore des refus pour l'emploi, par exemple, pour des projets de création d'entreprise, parce qu'on n'est pas forcément très connu. Mais avec le temps et les partenariats qui vont se mettre en place, ça sera plus simple. C'est pour ça que c'est des éléments qu'on va mettre en place un peu plus tard. Donc, c'est pour ça. Après, voilà, en 5 minutes, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer. Mais aujourd'hui, c'est à nous, on va dire, d'aller chercher, de se faire connaître, d'avoir des avis clients, d'avoir des personnes qu'on a accompagnées. Et derrière, c'est beaucoup plus simple pour négocier, on va dire, avec des entreprises. Par exemple, nous, on est dans le 7e, on est à 100 mètres de Sanofi. Et le hasard des choses a fait qu'on a accompagné une personne chez Sanofi. Donc, ça nous a permis d'avoir quelques contacts chez eux, typiquement. Mais c'est vrai qu'on n'y aura pas pensé aujourd'hui, vu notre développement, à aller démarcher le RH chez Sanofi. Mais ça viendra. Là, on a ce contact, donc on va regarder, sachant que Sanofi va il va y avoir 2000 départs dans les prochaines années. Donc, c'est vrai que on attend un petit peu d'être installé pour aller attaquer ce type de marché. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu as d'autres feedbacks à donner? Yes, alors beaucoup de choses ont été dites et en plus on part quand même sur une très bonne base, comme ça a été dit aussi. Moi j'ai beaucoup aimé tes slides, c'est très clair, c'est épuré, on arrive facilement à suivre. Si je dois donner une remarque, j'en ai une seule, c'est peut-être, moi j'aurais bien aimé savoir un peu plus sur ta solution côté tech. Est-ce que c'est du développement en interne, de l'IA? Quelles sont un peu les prochaines features que tu voudrais offrir à tes clients? Comment tu vois le développement de cette plateforme-là? Comment tu engages tes users avec toi? Donc, ça aurait été peut-être juste là-dessus, mais ça, c'est plutôt vraiment côté bonus, que de toute façon, 5 minutes, tu n'aurais pas forcément eu le temps. Ça, justement, en 5 minutes, c'est vrai que si on peut soit s'attarder là-dessus, mais ça veut dire enlever d'autres infos.
Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est peut-être plus sur les questions que tu pourrais avoir derrière. C'est ça. Ben, le côté tech, aujourd'hui, on va dire, on a fait avec les moyens qu'on avait. Ok. Donc, on a une plateforme e-learning et en gros, les personnes ont des vidéos, des exercices, etc. Et ça leur permet d'avoir des modules. Et en gros, aujourd'hui, sur la création d'entreprise, on a quand même une très, très bonne marge, vu qu'en gros, on leur donne 80% du contenu. Le reste, c'est du suivi par un formateur. En l'occurrence, même, c'est moi qui gérais là, les suivis, étant donné que j'avais déjà une expérience de formateur. Sur la partie bilan de compétences, c'est très encadré, donc il y a une grosse partie humaine, on va dire. Il faut quand même garder une dizaine d'heures d'accompagnement individuel, et sur le reste, on est assez libre et développer nos outils. Aujourd'hui, on va dire, on n'a pas forcément d'outils numériques spécialisés là-dessus, vu qu'on essaie d'avoir déjà quelques retours de la clientèle. Mais à terme, comme je disais, la levée de fonds va nous permettre d'implémenter des parties des modules IA. Surtout qu'on a de la chance, là, c'était peut-être impossible il y a 1 an et demi ou 2. Là, ça va être possible avec de l'IA open source. Donc, après, on a déjà fait des tests. Après, il faut savoir que l'IA ne va pas remplacer les biens de compétences. Si vous faites le test avec ChatGPT, et à un moment donné, il pourra vous donner des conseils, mais il n'ira pas plus loin en vous expliquant clairement qu'il n'est pas là pour vous, on va dire, il n'a pas à prendre la responsabilité de vous envoyer sur telle ou telle activité. C'est plutôt le rôle on va dire, d'un C'est un côté humain, ça je suis c'est ça, entièrement d'accord. c'est ça. Mais on compte quand même utiliser l'IA, ne serait-ce que pour remplacer certains outils qu'on utilise déjà, qui sont, on va dire, génériques, sur lesquels on n'a pas trop la main. Mais voilà, comme je disais, le développement de l'IA avec des open source, ça va quand même beaucoup nous simplifier la tâche. On n'aura pas besoin à partir de zéro, comme ont pu le faire certaines entreprises qui ont levé beaucoup d'argent, créer leurs outils. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Mathias. Parfait. Merci beaucoup Mathias. Merci à tous. Donc voilà, ça clôture notre énième pitch feedback session. Tu peux arrêter le partage d'écran maintenant, si tu veux bien, Mathias. Et tout simplement, merci beaucoup au panel. Merci Julien, merci Marie, merci Aude. Merci aux startups qui ont pitché. C'est un exercice difficile, mais ça vaut toujours le coup d'avoir du feedback sans filtre. Super. Merci Merci beaucoup à tous. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir. Merci.